Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo explicative sur l'investissement dans les crypto-monnaies parce que ça n'est pas toujours facile de choisir dans quoi investir. Exactement comme dans la bourse traditionnelle, il y a des bonnes affaires et des fausses bonnes affaires. Pour faire la différence entre les deux, voici donc quelques conseils qui vous permettront de commencer à investir intelligemment. Si on regarde les marchés traditionnels, on peut voir qu'il existe déjà plein de méthodes différentes d'investissement qui ont plus ou moins de succès. L'une des plus célèbres reste certainement celle utilisée par Warren Buffett, la méthode dite de value investing, autrement dit l'investissement en fonction de la valeur. L'objectif est simple, trouver des actifs qui sont vendus pour moins cher que leur valeur réelle. Et leur valeur réelle, c'est le prix qu'ils devraient avoir si le marché était 100% logique et ne laissait aucune place aux émotions. Benjamin Graham et David Dodd, les deux économistes américains qui ont inventé cette méthode dans les années 1920 à 1930, pensaient que la valeur d'un stock pouvait être déterminée par la recherche, avec une méthode scientifique. Parce qu'au fil du temps, en toute logique, la valeur d'un actif sur le marché doit inévitablement se rapprocher de sa valeur intrinsèque. Pour avoir une méthode d'investissement fiable, ils ont donc mis en évidence 4 critères qui doivent être analysés quand on étudie un actif. D'abord, la valeur intrinsèque, qui est donc calculée pour les stocks en fonction des revenus de la société concernée, de son actif, de son passif, etc. Ensuite, la marge de sécurité, qui représente l'écart entre le prix sur le marché et la valeur réelle. Plus le prix du marché est bas comparé à sa valeur réelle, plus la marge de sécurité est élevée. Et si le prix du marché est au-dessus de la valeur réelle, la marge de sécurité est négative et il ne faut évidemment pas acheter. Le troisième élément qui fait partie de cette théorie, c'est Monsieur Marché. Il s'agit en fait d'une allégorie destinée à représenter le comportement du marché. Monsieur Marché est un personnage maniaco-dépressif qui change d'avis de manière complètement irrationnelle et veut acheter ou vendre à des prix qui n'ont rien de logique. En quelque sorte, Monsieur Marché sert à rappeler que le marché est irrationnel de manière générale et que l'objectif d'un bon trader est de profiter de cette irrationalité en achetant et en vendant à des prix déterminés de manière rationnelle. Le dernier élément de la théorie, c'est la diversification. Les deux créateurs de cette théorie recommandaient d'avoir des actions d'au moins 40 sociétés différentes pour éviter de prendre trop de risques en pariant sur une seule d'entre elles. Malheureusement, dans le cadre des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'est pas applicable littéralement. Beaucoup de crypto-monnaies, même dans le top 10, pourraient disparaître d'une année à l'autre parce que le marché est encore trop jeune. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder un top 10 des cryptos en 2013. Mis à part Bitcoin et Litecoin, vous ne connaissez très probablement aucune de ces crypto-monnaies qui ont pour l'essentiel été rayées de la carte ou presque. Dans le monde des crypto-monnaies, ces 4 conseils ne sont donc pas forcément applicables de manière générale. La valeur intrinsèque par exemple ne peut être calculée que pour quelques très rares crypto-actifs et par conséquent, la marge de sécurité ne peut pas non plus l'être pour la majorité. Le marché des cryptos est toutefois aussi irrationnel que la bourse traditionnelle et la diversification est également utile même si elle demande beaucoup plus d'efforts dès que le nombre de crypto-actifs que vous possédez augmente un petit peu. Mais l'essentiel de la théorie, c'est quand même l'évaluation de la valeur. Et si on ne peut pas le faire dans la crypto-monnaie, il faut tenter d'utiliser d'autres critères qui sont concrets. Et comme on n'évalue pas des sociétés, on ne peut pas utiliser les mêmes éléments que pour les sociétés. Il faut faire un petit peu avec les moyens du bord, et avec des critères qui sont malheureusement moins concrets. C'est-à-dire que certains ne sont pas vraiment quantifiables, on ne peut pas facilement leur attribuer une note, un score, une valeur. À partir de là, il est également difficile de comparer des actifs entre eux dans certains cas. Mais nous allons tout de même essayer de définir une liste générale de choses qui permettent de déterminer, plus ou moins, s'il est intéressant d'investir dans une crypto-monnaie. Les premiers éléments que vous devrez regarder sont le livre blanc et la feuille de route. En fait, ils sont surtout nécessaires pour trouver les informations sur lesquelles vous vous appuierez pour faire votre décision. Le livre blanc, ou white paper en anglais, représente la description du projet entrepris dans son ensemble, des objectifs recherchés, des moyens utilisés, et parfois de choses plus complexes comme la théorie mathématique derrière le mécanisme de consensus utilisé. Il y a aussi assez souvent une présentation des créateurs et des informations relatives à la répartition des actifs si la crypto en question fait l'objet d'une ICO. Le livre blanc est donc un élément très important, d'abord parce qu'il permet aussi de démasquer les arnaques très rapidement. Si le livre blanc est plein de fautes d'orthographe, contient des passages plagiés et des promesses grandioses comme un jeton vendu à 1 € en 2020 égale 10 000 € en 2021, ça n'est pas bon signe du tout. Ensuite, le livre blanc est important parce qu'il permet de comprendre exactement dans quoi on va investir. Alors parfois vous tomberez sur un livre blanc qui est incompréhensible parce que vous n'êtes pas mathématicien et que les concepts qui y sont décrits sont trop complexes pour vous. Ça n'est pas grave de ne pas comprendre les éléments les plus avancés, mais il faut quand même faire l'effort de lire tout ce que vous arriverez à comprendre.
Et puisqu'on parle de complexité, il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'un livre blanc est merveilleux parce qu'il a l'air compliqué. Certains livres blancs d'apparence extrêmement complexe peuvent contenir des erreurs de raisonnement mathématique basiques, et parfois il y en a même qui utilisent un langage volontairement complexe pour dissimuler le fait qu'il s'agit d'une arnaque. A l'opposé, il ne faut pas non plus forcément s'inquiéter lorsqu'un livre blanc ne contient pas de chapitres purement techniques et théoriques. C'est quelque chose de très important pour des objets comme des cryptoactifs à usage de monnaie, mais lorsqu'il s'agit d'un simple jeton par exemple, la description de l'aspect technique est beaucoup moins importante. Après avoir lu le livre blanc, il faudra s'intéresser à la feuille de route ou roadmap. Elle est importante parce qu'elle permet de voir les étapes de réalisation des objectifs prévus dans le livre blanc. Si des étapes ne sont pas claires, c'est mauvais signe. Si le projet a déjà plus d'1 an et que les dates sur la feuille de route ne sont pas respectées, c'est mauvais signe. Et si la feuille de route contient des objectifs ridicules comme des objectifs de prix ou des objectifs de clientèle, c'est aussi mauvais signe. Une feuille de route bien faite, c'est une feuille de route qui contient surtout des étapes précises qui concernent le développement du produit. Des éléments concrets, ce n'est pas une liste de cadeaux que les développeurs vont envoyer au Père Noël. Et si vous tombez sur une crypto-monnaie dont le livre blanc et la feuille de route sont essentiellement constitués de termes marketing et de promesses, il vaut mieux ne pas y toucher. C'est parfois difficile à remarquer, donc il faut faire un effort conscient quand vous lisez ces documents pour extraire du texte les informations concrètes. Et si vous n'en trouvez aucune, vous êtes certainement tombé sur un projet qui n'a probablement pas d'autre objectif que de rendre son créateur un petit peu plus riche. Il existe plusieurs éléments non quantifiables à analyser, c'est-à-dire des éléments auxquels on ne peut pas vraiment facilement attribuer une valeur monétaire. Le premier de ces éléments, c'est la solution apportée au trilemme de la blockchain, une question qui n'est pas applicable tout le temps puisqu'elle ne concerne pas les jetons par exemple. Le trilemme de la blockchain, qu'est-ce que c'est ? En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à faire un système à la fois décentralisé, sécurisé et extensible. Et pour ceux qui ne savent pas, l'extensibilité, qui est aussi parfois appelée scalabilité, c'est la capacité d'un réseau à supporter un plus grand nombre d'utilisateurs sans ralentir ou perdre en efficacité. Et dans le monde de la crypto, il est très difficile d'atteindre les 3 objectifs en même temps, donc chaque crypto-monnaie fait des choix différents. Vous vous moquez peut-être de la décentralisation et vous préférez peut-être les systèmes rapides et sécurisés, mais certains préfèrent la décentralisation et la sécurité à la scalabilité. On ne peut pas évaluer la valeur monétaire de ces choix et on ne peut pas non plus évaluer par exemple la qualité exacte de la sécurité d'un protocole et par extension la valeur monétaire de cette sécurité, surtout quand on n'est pas informaticien. Mais il faut quand même regarder tout ça si vous voulez vérifier qu'il est intéressant d'acheter une crypto-monnaie. Ensuite, il faut regarder la qualité de la protection de la vie privée des utilisateurs. Si c'est une crypto-monnaie pseudonyme comme le Bitcoin, la protection de la vie privée est assez faible au final parce qu'il est possible d'analyser la chaîne. Pour des sociétés avec des moyens importants ou des gouvernements, il est donc possible de savoir ce que vous faites de votre argent. Une preuve de cet état de fait, c'est le gros mouvement de panique qui a été généré spontanément quand un portefeuille de 2009 a fait bouger 50 bitcoins il y a quelques jours. Tout le monde était au courant en quelques minutes. Et en ce qui me concerne, l'anonymat de la monnaie a une valeur très importante, donc toutes les cryptos ayant vocation à servir de monnaie et qui ne la protègent pas sont beaucoup moins intéressantes à mes yeux. Mais tout dépend de votre avis sur la question. Enfin, un dernier élément que beaucoup de gens vous vendent quand ils vous parlent d'une crypto-monnaie, c'est l'équipe, autrement dit, les gens qui participent à l'élaboration de la crypto-monnaie en question. La première chose à savoir au sujet des créateurs d'une crypto-monnaie, c'est que ça n'est pas un critère qui permet de vraiment faire la différence entre un excellent projet et un projet simplement correct. Il peut arriver que des grands noms se retrouvent associés à des crypto-monnaies au final pas très intéressantes, et il peut arriver que des inconnus mettent en place des systèmes révolutionnaires. Le meilleur exemple évidemment, c'est Satoshi Nakamoto. Personne ne critique le Bitcoin parce que son créateur est inconnu, et pourtant personne n'avait entendu parler de ce Satoshi avant 2008. Là où il est intéressant de regarder les membres de l'équipe de développement d'une crypto-monnaie, c'est pour démasquer les arnaques. Soit parce qu'il s'agit de gens qui n'existent tout simplement pas, soit parce que leur identité a été usurpée. On pensera notamment au fameux Kevin Bélanger, un développeur de crypto-monnaie qui était étrangement très ressemblant à un petit acteur du nom de Ryan Gosling. Dans les cas où les développeurs et autres personnes travaillant sur une crypto-monnaie ont une identité vérifiée, c'est un bon point. Mais il faut prendre en compte quelques idées. D'abord, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une personne est connue que son projet aura nécessairement du succès. Si quelqu'un vous vend une crypto-monnaie sur la base de son créateur, dites-vous bien que ça n'est rien d'autre qu'une variante de l'argument d'autorité. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'une équipe, avec une société qui est aux commandes, ça n'est pas toujours un avantage, même si c'est généralement le cas. Parce que quand on parle d'une monnaie qui est censée être décentralisée, avoir un groupe de taille réduite qui est le seul aux commandes, c'est une vulnérabilité.
Chacune de ces personnes peut être obligée, par un gouvernement par exemple, à modifier discrètement le code pour une raison ou une autre, notamment lorsqu'il s'agit d'anonymat que les gouvernements détestent. Ou éventuellement, les développeurs peuvent unilatéralement décider de certaines modifications qui vont à l'encontre de l'intérêt du public d'une manière plus ou moins indirecte. Dans ce contexte, si le code est en closed source, ce qui est le cas de certaines pseudo-cryptos, alors le public n'a aucun moyen de contrecarrer tout ça. Et même lorsque le code est open source, parfois les tentatives de préserver l'intérêt du public se soldent par un échec, tout simplement parce que le réseau contrôlé par la société est toujours vu comme plus légitime par rapport à ses forks. Heureusement, récemment, un exemple qui a prouvé que le contraire était possible, c'est le projet Hive, qui a réussi à se démarquer de l'original Steam, mais ça ne veut pas dire que ça arrivera tout le temps. Ce succès est probablement dû à la réputation de Justin Sun qui est très mauvaise et aux manœuvres des plateformes d'échange que personne n'a appréciées. Avec des manipulations un petit peu plus subtiles de la part de Steam, Hive n'aurait peut-être jamais décollé. Enfin, une dernière chose à dire sur le sujet, c'est que malgré tous les problèmes qui peuvent être causés par la centralisation du pouvoir, il faut aussi bien prendre en compte que dans certains cas, il n'est absolument pas nécessaire qu'un projet soit décentralisé. Et pour ces projets, la présence d'une équipe qui contrôle tout n'est pas un problème. C'est par exemple le cas de certains jetons comme le Basic Attention Token qui sont de toute façon liés à la plateforme concernée. Après avoir vérifié quels sont les objectifs et qui est en charge de les réaliser, l'élément le plus important, c'est tout simplement de déterminer si c'est vraiment utile d'utiliser une blockchain plutôt que n'importe quel autre système. Avec la montée du prix des cryptoactifs comme le Bitcoin, un certain nombre de gens ont eu l'idée d'exploiter grossièrement l'image de la chose pour vendre un produit qui n'a pas besoin de la blockchain et faire du bénéfice sur le dos des gens crédules. On citera par exemple Dentacoin, la crypto pour les dentistes, ou Imagize, un jeton pour un service d'essai de chaussures en 3D. Mettez-vous bien ça dans la tête, il y a des gens qui ont investi dans des jetons dont la seule utilité est de payer pour un service qui vous permet d'essayer virtuellement des chaussures vendues sur internet. Et regardez les notes de l'ICO, 3,9 sur 5 sur ICO Bench, 3,5 sur 5 sur NewsBTC, etc. Ce sont des projets complètement idiots, et ça se voit dès l'ouverture du livre blanc évidemment, mais il existe d'autres cryptos beaucoup moins absurdes pour lesquels l'utilité d'une blockchain est nulle ou au moins discutable. Et regardez bien dans le cas d'Imagize, la justification utilisée pour dire que la blockchain est nécessaire. Why do we hold a token sale? We are creating a new ecosystem on the online market using the blockchain technology. But why can't we make it without the blockchain? The fact of the matter is, in our service, we receive and operate customers' personal anthropometric data. Basically, we have a digital anthropometric 3D clone of each user. This is very valuable information and it needs to be protected. Blockchain provides this protection. Faut bien écouter ce que ce monsieur dit, en fait, la substance derrière les mots. Si on résume en une phrase, ça donne « Nous avons besoin de la blockchain parce qu'elle permet de protéger les données des utilisateurs ». Et si on extrapole un petit peu à partir de là, ça donne « Nous publions les données de nos clients sur une base de données publique pour protéger la confidentialité des données ». Avec la même logique, ce monsieur aurait mieux fait de remplacer son costard par du film alimentaire pour protéger sa modestie. Tout ça pour dire que lorsqu'un projet utilise la blockchain alors que ça n'est pas nécessaire ou particulièrement utile, c'est souvent parce qu'il s'agit surtout d'un projet destiné à enrichir ses créateurs plutôt que de véritablement créer quelque chose de novateur. Et un projet dans cette catégorie finit souvent par tomber à l'eau plutôt que de vraiment devenir populaire. Dans le même genre, il faut également parler de tous les jetons utilitaires dont la seule et unique fonction est de payer pour l'utilisation d'un service particulier. Dans une partie des cas, l'existence du jeton n'est absolument pas nécessaire. Pour utiliser certains services, on doit acheter des jetons avec de l'Ether, puis payer le service avec les jetons. Mais le service pourrait très bien être payé avec de l'Ether directement ou avec toute autre crypto-monnaie. Les jetons ne sont qu'une étape supplémentaire. En toute logique, on se demande alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? La réponse, c'est que si ça ne fonctionnait pas comme ça, les créateurs n'auraient pas pu créer des jetons à partir de rien et les vendre. Ils auraient été contraints de travailler d'abord et de publier un produit fonctionnel pour recevoir de l'Ether ensuite. Ces jetons ne sont donc souvent qu'un moyen de faire payer les gens pour un service avant de le recevoir. Et dans quelques cas, les gens achètent les jetons et ne s'en servent jamais jusqu'à ce que le service ferme ses portes.
Cela dit, il peut arriver que des mécanismes particuliers et nécessaires au fonctionnement du service soient mis en place dans le contrat intelligent qui a permis la naissance du jeton. Ces fonctionnalités supplémentaires peuvent parfois justifier l'existence d'un jeton à part, mais il n'y en a pas toujours. Pour jauger de la valeur d'une crypto-monnaie, il faut aussi se demander quelle est la taille du marché auquel elle est destinée d'après son utilité. Parce que la taille du marché, indirectement, ça permet de déterminer un plafond théorique de valeur. Alors comment ça se calcule exactement? En fait, c'est tout simplement la taille du public ciblé multipliée par les sommes dépensées par chaque client en moyenne. Dans le cas des crypto-monnaies qui ont pour objectif de servir de monnaie du quotidien, le public cible, c'est l'humanité tout entière. Par contre, quand il s'agit d'une crypto-monnaie dont la seule utilité est de faciliter la coopération entre les dentistes, le public ciblé est réduit puisque tout le monde n'est pas dentiste. Une fois que le public ciblé a été défini, il faut normalement essayer de déterminer quel montant chaque membre du public va dépenser pour se servir du réseau. Mais dans certains cas, c'est très difficile à dire, notamment pour tout ce qui concerne la monnaie. Donc dans la crypto, il faut surtout se poser la question du public ciblé. Quand c'est possible par contre, réussir à calculer combien chaque client rapporte est très utile parce que ça permet d'estimer la valeur maximale théorique que le réseau devrait avoir. Autrement dit, la capitalisation maximale théorique, ce qui permet indirectement de déterminer le prix maximal à l'unité que l'actif devrait avoir. Évidemment, il faut garder à l'esprit que ces estimations dépendent de nombreux facteurs et notamment du taux d'utilisation du service. Parce qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est d'assumer que l'intégralité du public cible utilisera la solution étudiée. Que ce soit pour le Bitcoin, l'Ether ou le Jesus Coin, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie existe que tout le monde s'en servira. Il y aura toujours des solutions alternatives et des gens qui préfèrent se servir de telle ou telle autre chose parce que c'est plus pratique dans leur cas précis, parce qu'ils ont vu une pub à propos d'un autre produit ou tout simplement par habitude. Pour une startup, quand des prévisions du genre sont faites, réussir à avoir 5% de part de marché, c'est souvent très optimiste, donc gardez ça à l'esprit pour les cryptos. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il faut éviter d'être trop optimiste dans les prédictions. L'important, ce n'est pas de prédire un montant élevé, c'est de rester le plus objectif possible. Et il ne faut pas oublier que ce que vous faites, ce n'est qu'une tentative de prédiction, pas une prophétie inéluctable. Une des dernières choses à regarder après tout ce qu'on a vu, c'est la quantité de jetons ou de pièces qui existent, la répartition entre les utilisateurs et les créateurs, et la rentabilité affichée s'il y en a une. Mais avant de s'y intéresser, il faut comprendre ce qu'est la capitalisation d'une crypto-monnaie, aussi appelée market cap. Pour faire court, il s'agit du montant de pièces ou jetons en circulation multiplié par le dernier prix de vente sur le marché. C'est une notion assez difficile à envisager pour les débutants, mais il faut bien comprendre que la capitalisation est un outil très imprécis. Prenons par exemple une crypto-monnaie que je décide de créer tout seul dans mon coin avec un montant en circulation de 100 milliards de pièces, que je mets en vente sur un marché quelconque. À ce moment, il suffit d'un seul ami à moi qui achète une pièce pour 1 euro, et hop, la capitalisation de ma nouvelle crypto-monnaie est de 100 milliards d'euros, parce qu'il y a 100 milliards de pièces et que le dernier prix était d'1 euro. Alors le volume ne sera que d'1 euro, mais l'idée est là. La capitalisation, ça ne représente pas du tout la richesse qui est contenue dans un crypto-actif ou une société en bourse, etc. Au mieux, la capitalisation, c'est un indice qu'il faut utiliser avec le prix et la quantité de pièces ou jetons existants pour décider d'investir ou pas. Le volume est également important pour déterminer l'intérêt général de la populace pour une crypto-monnaie, mais aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose qui est souvent faussé, donc d'une fiabilité discutable et parfois quasi nulle. Il arrive régulièrement que certaines plateformes d'échange ou que certains créateurs de crypto-monnaies pratiquent le wash trading, autrement dit la vente à soi-même, dans le but de donner l'impression que beaucoup de gens achètent et vendent une crypto-monnaie. Et comme ça n'est pas toujours facile à détecter, il vaut mieux éviter de faire confiance aux chiffres affichés sur les comparateurs, surtout lorsqu'il provient de plateformes douteuses. Pour en revenir à la capitalisation, c'est un outil important, mais il faut bien avoir saisi ce que ça représente exactement. Une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez vous servir de la capitalisation pour faire la différence, par exemple, entre une crypto qui vaut le coup et une crypto qui n'est pas chère à l'unité, mais qui a quand même une capitalisation élevée. Prenons par exemple le Ripple. Malgré son prix 50 000 fois inférieur au prix du Bitcoin, sa capitalisation n'est que 22 fois plus petite. Si le Ripple avait la même capitalisation que le Bitcoin, il vaudrait 4,4 $. Et si le Ripple avait le même prix à l'unité que le Bitcoin, sa capitalisation serait de plus de 400 000 milliards. C'est-à-dire qu'il aurait une capitalisation 50 fois plus élevée que l'or. Vous comprenez bien, avec ce calcul, que le Ripple n'atteindra jamais le même prix que le Bitcoin, tout simplement parce que si c'était le cas, sa capitalisation serait beaucoup trop élevée pour que le marché l'accepte. Tout le monde vendrait son Ripple et le prix chuterait fortement. Ce même calcul peut être appliqué à toutes les crypto-monnaies.
Si le prix est bas, il faut regarder aussi la quantité en circulation parce qu'elle a une influence sur la capitalisation. Et justement, en parlant de quantité. Dans le monde de la crypto, on fait la différence entre la quantité maximale et la quantité en circulation. Parce que souvent, il y a une partie des jetons ou pièces qui circulent puisqu'elles ont été vendues lors d'une ICO ou minées, et une autre partie qui est gardée en réserve. Cette deuxième partie n'est pas censée être comptée dans la capitalisation de l'ensemble. Dans le cas des monnaies comme le Bitcoin, ce phénomène s'explique le plus souvent par le fonctionnement du réseau. Mais dans certains cas, les pièces ou jetons en réserve ne sont classés comme tels que parce que les créateurs ont promis de ne pas y toucher. Et puis, il faut savoir que les sites de classement de crypto-monnaies comme CoinGecko ou CoinMarketCap ne sont pas gérés par des gens omniscients. Ils sont souvent amenés à faire des décisions très subjectives pour déterminer si certaines pièces ou jetons doivent compter ou pas dans le total en circulation. Et ils n'ont pas toujours 100% raison. Par ailleurs, si vous vous aventurez dans les tréfonds des classements, vous tomberez souvent sur des crypto-monnaies avec une capitalisation assez faible qui ont l'air intéressantes. Sauf que la capitalisation est calculée uniquement sur les actifs en circulation, et dans certains cas, les actifs en circulation ne représentent même pas un dixième du maximum. Reprenons l'exemple du DantaCoin. La quantité actuellement en circulation est d'environ 800 milliards sur 8000 milliards, soit environ 10% du total. Le livre blanc indique que les jetons rentrent en circulation chaque année jusqu'en 2042 selon des pourcentages variables en fonction des années. Pour une crypto-monnaie qui n'a d'usage que pour les dentistes, le fait que la quantité existante sera multipliée par 4 ou 5 en à peu près 5 ans prouve qu'il est complètement idiot de faire ces estimations à partir de la capitalisation d'aujourd'hui. Et c'est particulièrement vrai lorsque vous investissez sur le long terme. Logiquement, si c'est le cas, vous investissez en fonction de la proportion qui sera en circulation dans plusieurs années. Donc pour investir, il ne faut surtout pas se contenter de lire ce qu'il y a marqué sur les sites de classement. Lorsqu'il y a encore une grande partie des pièces ou jetons qui sont encore hors circulation pendant un certain temps, il vaut mieux les compter dedans pour calculer une capitalisation théorique qui vous est plus utile que la capitalisation à l'instant T. Et personnellement, je fais même le choix parfois de compter toutes les pièces et jetons pour calculer ce que je considère comme étant la capitalisation réelle de la crypto en question. C'est quelque chose de très utile lorsqu'une crypto-monnaie a une capitalisation faible pour la seule et unique raison qu'il y a un pourcentage très réduit de pièces en circulation, alors que le total réel est beaucoup plus élevé. C'est quelque chose qu'on voit plus souvent quand on analyse des cryptos qui sont assez peu connus. Vous me direz peut-être, quel est l'intérêt de dire que la capitalisation est plus basse qu'elle ne l'est vraiment? Après tout, ça fait reculer dans les classements. Tout simplement pour attirer les gens qui cherchent les bonnes affaires. Ça s'est déjà produit, certains développeurs de crypto-monnaies ont vendu des actifs soi-disant verrouillés qui n'étaient pas comptés dans la capitalisation parce que ça leur permettait de gagner plus d'argent quand ils les ont vendus. En dernier, ce qu'on peut éventuellement regarder, c'est la rentabilité qui est affichée pour certaines crypto-monnaies. Lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies fonctionnant par preuve d'enjeu, par exemple, vous avez la possibilité d'immobiliser des actifs et de mettre en place un nœud réseau pour gagner de l'argent passivement. Le problème, c'est que les taux affichés ne prennent pas en compte les variations de prix et sont parfois eux-mêmes variables à travers le temps. Donc il faut éviter de prendre les chiffres affichés au premier degré, de réfléchir un peu aux implications qu'ils ont et de se documenter sur les mécanismes concernés. Par exemple, quand il s'agit de hauts rendements affichés, typiquement il s'agit de crypto-monnaies avec une inflation très forte, qui voient inévitablement leur prix plonger parce que la demande ne peut pas faire face à une offre qui ne cesse d'augmenter. Donc vous vous retrouvez avec beaucoup de pièces, mais chaque pièce vaudra beaucoup moins. Au final, c'est complètement inintéressant. Une fois que vous avez regardé tout ce dont on a parlé, il reste encore une chose à faire, c'est de regarder un peu les détails, les choses qui sont spécifiques à chaque crypto-monnaie. Un détail à vérifier dans la majorité des cas, c'est la répartition des actifs entre les utilisateurs et l'équipe lorsqu'il s'agit d'une ICO ou autre vente de crypto du genre. Si l'équipe détient une grosse proportion du montant total, il y a du souci à se faire parce que dans un grand nombre de cas, ça indique simplement qu'il s'agit de gens cupides et manipulateurs. Souvent, l'objectif est d'utiliser ces actifs pour faire monter ou baisser le prix de la crypto en question. Dans le même genre, il y a aussi du souci à se faire pour les crypto-monnaies préminées par leurs créateurs, celles dont la quantité peut être modifiée à volonté par la société émettrice, ou encore celles sur lesquelles un groupe de taille réduite a un contrôle très étendu et injustifié de manière générale. Un bon exemple, c'est EOS, puisqu'en 2018, des comptes d'utilisateurs avaient été gelés arbitrairement par les producteurs de blocs qui sont au nombre de 21 seulement. Donc dans chaque crypto-monnaie, il peut y avoir des éléments qui posent problème et qui ne sont pas forcément mis en évidence après avoir regardé ce dont on a déjà parlé. Souvent, il s'agira d'inconvénients mineurs, mais il faut quand même mieux faire son possible pour tout comprendre avant de se lancer et d'acheter.
Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait faire, je vais aussi vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Une chose qui peut vous tromper, c'est déjà les indicateurs complexes qui sont inventés pour tenter de donner du sens à certaines informations. C'est une initiative louable, mais le problème c'est qu'ils ont souvent des défauts énormes qui les rendent inutilisables pour ceux qui ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Je vais prendre pour exemple un indicateur que j'ai déjà vu passer plusieurs fois et qui était utilisé pour comparer des blockchains, le NVT. Intitulé Network Value to Transaction, cet indicateur est calculé en divisant la capitalisation par la valeur échangée sur le réseau chaque jour. L'objectif du NVT, c'est de déterminer, en gros, si la capitalisation du réseau est justifiée quand on observe son utilisation par le public. Et lorsqu'elle n'est pas justifiée, habituellement, on voit que le prix descend et que le NVT revient à un niveau prédéfini. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop simpliste et que ça donne des fausses impressions dans un grand nombre de cas. C'est un indicateur qui n'a absolument aucune valeur si vous ne réfléchissez pas à ce qu'il veut dire. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le panneau parce que certains utilisent le NVT pour comparer plusieurs crypto-monnaies. Ce qui est dommage, c'est que même les créateurs du NVT ont exprimé dès le début que c'était fait spécifiquement pour le Bitcoin et que leur méthode de calcul ne s'applique pas forcément à d'autres crypto-monnaies. Mais ça n'empêche pas de se retrouver avec des tableaux comme celui-ci qui sont complètement idiots. Pourquoi sont-ils idiots ? Tout simplement parce que le NVT est un indicateur qui demande une méthode de calcul sur mesure pour chaque crypto-actif. En plus, l'échelle de valeur est également spécifique à chaque crypto-monnaie. Par exemple, imaginons une crypto-monnaie qui protège la vie privée avec un mixage automatique de toutes les transactions effectuées sur le réseau. Une crypto-monnaie avec un système pareil multiplierait le nombre de transactions réelles par un nombre déterminé en fonction du nombre d'étapes dans le mixage. Donc pour un transfert d'€1, on pourrait avoir par exemple 4 transactions différentes si le mixage est fait en 3 fois. Une transaction de l'envoyeur au mixeur 1, puis du 1 au 2, puis du 2 au 3, puis du mixeur 3 au destinataire. Et on se retrouverait avec une valeur envoyée une fois sur le réseau, mais qui compterait 4 fois pour le NVT. Donc si on compare cette crypto-monnaie avec le Bitcoin en utilisant les mêmes valeurs, elle pourrait avoir 4 fois moins de volume réel échangé et avoir un NVT identique à celui du Bitcoin. Et ça n'est pas la seule exception. La différence de comportement entre les blockchains à usage monétaire et celles servant de plateforme de contrats intelligents, par exemple, est assez radicale. De la même manière, les cryptos anonymes n'ont pas forcément de NVT calculable si suffisamment d'informations sont cachées. Donc, ça n'est pas parce qu'un indicateur est complexe qu'il est automatiquement fiable. Dans le cas du NVT, il ne peut réellement être utilisé que pour comparer une crypto-monnaie à elle-même et pour tenter de déterminer les moments où une crypto est surévaluée, comme ses créateurs l'avaient indiqué. La même remarque est valable pour un certain nombre d'autres sujets, comme l'analyse technique. Globalement, il faut retenir que ça n'est pas parce que quelque chose a l'air intelligent que ça l'est vraiment. Et je suis moi-même un super exemple, puisqu'en vrai je ressemble à ça, mais à l'intérieur de mon cerveau, des fois, ça ressemble à ça. Ensuite, une erreur à ne pas faire, c'est d'acheter les crypto-monnaies que des gens sur internet vous disent d'acheter, juste parce qu'ils vous l'ont dit. D'abord parce que certains sont des menteurs, tout simplement. Ensuite et surtout, parce que la majorité des gens qui vous recommanderont une crypto auront un intérêt à la recommander. Généralement, ça sera surtout parce qu'ils ont déjà acheté à un prix inférieur et que si vous achetez, ils feront du profit sur votre dos pendant que vous vous retrouverez avec un jeton qui ne vaut pas grand chose au final. Parfois, le public de ces influenceurs est suffisamment large pour que ces recommandations deviennent des prophéties autoréalisatrices. C'est quelque chose que vous verrez souvent sur les crypto-monnaies à faible capitalisation. Il ne faut pas tomber dans le piège et croire que l'influenceur était un prophète. Il a simplement convaincu des gens de faire monter le prix pour très certainement revendre une fois qu'il avait gagné assez d'argent et laisser les pigeons dans le rouge. Pour éviter tout ça, il faut absolument, à chaque fois et sans exception, étudier les crypto-monnaies dont on vous parle avant de décider de les acheter. Quand vous entendez une recommandation, il faut oublier tout ce que la personne qui a recommandé cette crypto vous a dit et aller chercher par vous-même toutes les informations nécessaires pour décider quoi faire. Et c'est seulement une fois que vous avez décidé par vous-même que c'est un bon investissement que vous pouvez en acheter. La dernière erreur à ne pas faire, c'est d'investir sans aucune stratégie. Plutôt que de foncer tête baissée et de vider votre portefeuille, il est peut-être intéressant d'avoir recours par exemple à l'investissement programmé dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. De manière générale, définir des points d'entrée et de sortie est important. Ça vous évitera de devenir théoriquement riche, puis de voir votre richesse théorique s'évaporer sans avoir vendu au moment opportun.
Une technique utile dans le genre, c'est de prévoir que si votre investissement voit sa valeur multipliée par 2, vous en vendrez la moitié. Une fois que c'est fait, le risque de perdre de l'argent est réduit à 0, même si en contrepartie, vous limitez aussi les gains potentiels. Après, tout dépend de vos préférences, donc il n'y a pas vraiment de conseil qui puisse s'appliquer à tout le monde. Voilà, normalement, vous avez une bonne base pour commencer à investir intelligemment. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à la pratique. Donc bonne chance et à bientôt pour la prochaine vidéo.